Voilà, je le disais, troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire. Bonjour Saveria, avec des titres Bonjour ce Cyril. matin dans l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le bien-être au travail, c'est l'objet d'un colloque aujourd'hui au Sénat. Comment mieux prévenir les maladies, les déchirures professionnelles, comment améliorer le mieux vivre des salariés. Quelles sont les fractures qui accélèrent ce phénomène? On en parle avec mon invité, le sénateur Stéphane Artano. Des parlementaires demandent la création d'une commission d'enquête pour enquêter sur les crimes de pédophilie et leur dissimulation dans l'Église catholique. Les signataires veulent que la France rattrape son retard comparé à d'autres pays comme les États-Unis. Un sénateur, les Républicains, appelle au dialogue avec le Rassemblement national. Dans une interview à paraître mardi, Sébastien Meurant, un élu du Val d'Oise, propose de discuter avec le parti de Marine Le Pen, des propos en contradiction avec la ligne défendue par Laurent Wauquiez. Mais tout d'abord, y aura-t-il bientôt en France une commission d'enquête sur les prêtres pédophiles? Un appel est lancé à la une de Témoignages chrétiens, un journal qui n'était plus en kiosque depuis plusieurs années et qui paraît de nouveau cette semaine. Plusieurs personnalités demandent la création de cette commission d'enquête. Parmi elles, les avocats Jean-Pierre Mignard et William Bourdon, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot ou encore les sénatrices Marie-Pierre de la Gontrie et Laurence Rossignol. Elles veulent que la France rattrape son retard comparé aux États-Unis, à l'Irlande ou encore l'Australie et enquête sur ce scandale. La droite doit-elle, va-t-elle dialoguer ouvertement avec le parti de Marine Le Pen? Laurent Wauquiez dit non, mais un sénateur, les Républicains, appelle à ce dialogue dans une interview à lire dans L'Incorrect, un journal proche de Marion Maréchal. Nous sommes en ligne avec Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise. Bonjour Sébastien Meurant. Bonjour. Pourquoi appelez-vous à un tel dialogue? Alors, c'est très réducteur ce que vous venez faire comme présentation. Je dis dans le journal d'Incorrect, donc dont l'article va apparaître demain, qu'il faut discuter avec tout le monde. Une fois que nous avons refondé notre corpus idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous perdons les élections année après année, pour moi, c'est parce que nous avons oublié les fondamentaux qui m'ont poussé, moi, à m'engager en politique, c'est les fondamentaux du gaullisme. Et ces fondamentaux, il faut déjà les réaffirmer. Au sein du Parti des Républicains, on a mis en place des instances de refondation du mouvement qui est ouverte, bien sûr, aux militants, également aux sympathisants. Et à partir de là, à partir du moment où on sait où on veut aller, ce que nous sommes, on peut discuter avec tout le monde. Et j'ai parlé de tout le monde. Et si vous avez pu écouter l'interview que je viens de donner sur RMC, il s'agit de reconquérir les électeurs, d'où qu'ils viennent, du Front National, des différentes partis de droite et des personnes qui sont parties, qui ont été séduites par M. Macron, car il y a de vraies différences entre nos valeurs, notre programme et les programmes des autres partis. Et je pense qu'un mouvement politique se doit de discuter avec tout le monde. Sébastien Meurant, vous dites tout le monde, il faut discuter avec tout le monde, y compris donc le parti de Marine Le Pen. C'est une ligne qui est à laquelle Laurent Wauquiez, le patron de votre parti, est opposé. Est-ce que vous vous attendez à des sanctions? Mais là, pour préciser les choses, Laurent Wauquiez, que j'ai soutenu à la primaire, a déclaré que tant qu'il serait là, il n'y aurait pas de rapprochement avec le Front National. D'accord? C'est quelque chose qui est clair, que j'ai entendu et que je comprends tout à fait, puisqu'il y a quand même de vraies différences de fond avec ce qu'incarne Madame Le Pen. Par contre, dans un mouvement politique, ce n'est pas une secte. On a évidemment la liberté de parole et surtout, on a le devoir de discuter avec tout le monde, justement, pour montrer les différences. Et je pense que les électeurs, les Français, ont besoin de sincérité, ont besoin de voter pour des élus qui ne changent pas d'avis au gré des élections. Et ce qui est le problème aujourd'hui, c'est de redresser le pays autour de fondamentaux. Sébastien Meurant, très rapidement, Emmanuel Macron hier a déclaré que Marine Le Pen n'est pas le peuple. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais personne ne peut dire qu'il est le peuple, ça veut dire quoi? Et vous croyez que M. Macron incarne le peuple?
il fait honte à la fonction présidentielle en se comportant comme il le fait. Ni l'un ni l'autre ne requiert mon assentiment. Moi, ce que je suis depuis 30 ans au sein de la famille gaulliste, Très bien, merci. c'est que je crois qu'il y a des vraies différences entre ce que peut incarner à la fois Mme Le Pen et à la fois le président Macron, qui a été élu évidemment grâce à un deuxième tour où la droite était absente. Le message est passé. Merci Sébastien Meurant. Merci. Merci bien. Merci, Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à l'œil 2. Oui, l'œil de Yannick Halimi du Parisien qui nous rejoint dans un instant sur ce plateau. Elle est là. Bonjour Yannick Halimi, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Yannick Halimi. On vient d'entendre Sébastien Meurant, sénateur Les Républicains du Val d'Oise, qui appelle au dialogue avec le Rassemblement national. Alors il n'est pas le premier, avant lui il y avait eu Thierry Mariani. Qu'est-ce que ça traduit ce genre d'appel ? Une porosité des idées ? Ah bah ça c'est clair, une porosité des idées dans un but de porosité des électorats et peut-être des porosités d'appareils et de listes. Alors évidemment, Sébastien Meurant ne va pas jusque-là. Thierry Mariani, on dit qu'il pourrait être présent, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, faut-il le rappeler, qu'il pourrait être présent, c'est pas encore fait officiellement sur les listes Rassemblement national aux européennes. On a envie de dire que c'est une petite musique qu'on entend de façon récurrente. Et moi, je poserai deux questions. Je poserai une question, jusqu'où il va avoir de tels ralliements en propos, alors des ralliements extrêmement civiques et républicains. Bien sûr, on vient d'entendre Sébastien Meurant, mais enfin qui s'est quand même exprimé dans le mensuel de Marion Maréchal. C'est pas totalement anodin. C'est pas exprimé dans d'autres supports. Il y a donc Sébastien Meurant aujourd'hui. Il y a eu Thierry Mariani. Il y a eu aussi le patron des jeunes républicains qui a évoqué cette idée. Donc moi, j'ai envie de poser la question jusqu'où et jusqu'à quand. Et jusqu'à quand, c'est une question qu'on peut poser, pour le coup, aux leaders des Républicains. Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut s'attendre à ce que ce genre d'appel se multiplie alors que débute la campagne des élections européennes. En tout cas, c'est un risque. On sait que Laurent Wauquiez, le patron, un risque, enfin, ou en tout cas une perspective, bien sûr. Je ne qualifie pas et je ne valorise pas ce genre de propos, voire ce type de stratégie. Laurent Wauquiez, on sait quand même qu'au niveau des idées, il flirte, et plus que ça, puisqu'au sein même des Républicains lui en fait le reproche, notamment sur le centre-droit, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, il flirte avec certaines idées du Rassemblement national et sur l'Europe et sur l'immigration. Jusque-là, il a dit qu'il ne ferait rien, par exemple une éviction, tant que les personnalités en cause, entre guillemets, ne passaient pas aux actes. On aimerait savoir aussi, puisqu'on est au Sénat, ce que pourrait faire Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, puisque M. Meurant est sénateur, ainsi que Gérard Larcher, le président Les Républicains, le président du Sénat. L'autre actualité aujourd'hui, Yannick Halimi, c'est également la tournée d'adieu de Manuel Valls. Manuel Valls qui était hier soir aux 20h. Il dit partir, l'ancien Premier ministre, il dit partir sans amertume. On va l'écouter. Je pars le cœur tranquille, l'âme tranquille, avec tout ce que j'ai accompli, et parce que je sais que ce que je vais faire à Barcelone correspond beaucoup à ce que je défendais ici, à ce qu'on va continuer de défendre ici. C'est-à-dire une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de l'Europe. J'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. La vie politique française, elle est terminée. Oui, mais c'est même un choix, encore une fois, j'insiste, de vie personnelle, mais c'est un au revoir aux Français, chaleureux, tendre, et je reviendrai régulièrement. Alors les réactions dans la classe politique française, elles sont plutôt partagées. Les réactions les plus virulentes, elles sont à gauche. À gauche du Parti socialiste. Olivier Faure a eu des mots très durs. Olivier Faure, il dit qu'il part avec du goudron et des plumes, Manuel Valls. C'est-à-dire avec une humiliation, comme s'il avait craché à la face de la République, Manuel Valls. On peut se poser des questions sur ces propos un peu, j'allais dire, hystériques d'Olivier Faure, qui ne nous habitue pas d'habitude à ce type de discours Olivier Faure, qui est plutôt placide et apaisé. En tout cas... Il a fendu l'armure, Manuel Valls, un peu. Il a fendu l'armure, en tout cas, il a dû porter une armure ces dernières années, parce qu'en tant que Premier ministre, alors qu'il était là,
pendant les attentats et qu'il a porté haut et fort les valeurs démocratiques et les valeurs républicaines, il recevait des flèches d'une partie de la droite et une partie de la gauche. Ensuite, avec les primaires, il s'est fait totalement écarter d'une partie du Parti socialiste, comme beaucoup de leaders socialistes qui incarnent la social-démocratie. Il y a encore un problème avec au sein du Parti socialiste. Il s'est fait ostraciser aussi par Emmanuel Macron et la République en marche, une fois qu'il a été élu dans l'Essonne. Donc, vous le disiez avant, il va retrouver une scène en Espagne, mais ce sera une scène espagnole et je pense européenne également. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci Jannick Halimi. Jannick Halimi du Parisien d'avoir été l'œil de. On passe les élections européennes. Emmanuel Macron qui veut une liste la plus large possible. C'est ce qu'il a déclaré hier au Journal du Dimanche. Le président qui s'impliquera dans la campagne à 8 mois des élections. Tous les partis se mettent en ordre de bataille. Quentin Calmet. À 8 mois des élections européennes, dans tous les partis de l'échiquier politique français, on fourbit ses armes et l'on rentre en ordre de bataille. La République en marche, qui mise gros sur cette élection, entend profiter des prochains mois pour affiner son programme et sa stratégie d'alliance à l'échelle du continent. Objectif, trouver des partenaires avec qui siéger à Bruxelles et à Strasbourg. Prochaine échéance, le 15 novembre, avec la clôture des appels à candidature pour désigner une tête de liste. Au Parti socialiste, priorité au programme. Dans les prochaines semaines, le PS doit s'entendre sur la ligne politique à défendre avant un vote dans les sections et un conseil national le 13 octobre afin d'entériner le cap européen. Des socialistes qui hésitent eux aussi sur leur tête de liste avec une certitude, la gauche part en ordre dispersé pour 2019. Enfin, les Républicains aussi s'interrogent sur leur tête de liste. Michel Barnier était pressenti pour mener la bataille des Européennes en France, mais ce week-end, il a annoncé préférer se concentrer sur les négociations du Brexit. Les Républicains cherchent donc toujours le candidat qui sera réconcilié pro-européen et les plus critiques des institutions européennes. Le bien-être au travail, c'est l'objet d'un colloque aujourd'hui au Sénat. Comment améliorer le mieux vivre des salariés? Quelles sont les fractures qui accélèrent ce phénomène? Avant d'en parler avec mon invité, le sénateur Stéphane Artano, je vous propose de regarder ce reportage de Jordan Klein. Les Français s'ennuieraient-ils au travail? L'étude de l'assureur Malakoff Médéric semble bien confirmer cette tendance. En effet, moins d'un salarié sur 3 se déclare être très investi dans son travail. Un chiffre qui, depuis 2009, n'a fait que diminuer, puisqu'à cette époque, il représentait 41% des employés du secteur privé. Conséquence, ils sont de plus en plus nombreux à déclarer faire simplement acte de présence. Ainsi, 29% d'entre eux seraient tentés par l'envie de prendre un arrêt maladie, sans pour autant être malade. Si les contraintes physiques des emplois d'aujourd'hui s'estompent, la pression psychique des salariés s'accroît. 68% estiment leur travail comme étant nerveusement fatigant. Est-ce alors le manque de gratitude qui accentuerait ce ressenti? 42% des salariés déclarent un manque de reconnaissance dans leur travail et 76% un manque d'autonomie. Les employés confrontés à tous ces problèmes estiment d'ailleurs qu'ils aimeraient bénéficier d'horaires plus souples. Environ un tiers d'entre eux ont du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. De manière plus générale, 68% des personnes interrogées sont en revanche contentes de venir travailler chaque matin. Voilà, on poursuit cette émission Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique, avec le face-à-face. Dans un instant, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est sur notre plateau, Stéphane Artano. À tout de suite. Bonjour Stéphane Artano. Bonjour. Bonjour Stéphane Artano. Vous organisez donc ce colloque sur le bien-être au travail. Alors il faudrait peut-être dire le mal-être au travail. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui à traiter ce thème? Alors, je dirais le bien-être. Il y a eu un rapport sénatorial en 2010 qui a parlé du mal-être au travail à l'époque où il y a eu les vagues de suicides dans les grands groupes français. Et moi je pars du postulat qu'on inverse complètement la tendance en parlant du bien-être. Le bien-être, il est défini par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un état d'esprit, une harmonie entre les aspirations des salariés, une harmonie satisfaisante, pas parfaite, et les conditions et les contraintes du milieu du travail. Donc, si vous voulez, ça parle d'un équilibre. Et aujourd'hui, et vous l'avez très bien démontré dans les chiffres qui sont donnés, d'autres seront donnés d'ailleurs cette semaine par Harmonie Mutuelle qui travaille sur le sujet, comme Malakoff Médéric d'ailleurs. Donc, beaucoup de mutuelles font de la prévention aujourd'hui. On peut faire la politique de l'autruche. On peut ignorer le problème et on peut continuer à aller dans le mur. Vous avez parlé des fractures en introduction. Il y a effectivement plusieurs fractures qui s'accélèrent et qui font aujourd'hui que les salariés sont en manque de sens, en perte de repères, mais également les chefs d'entreprise. On l'a vu dans le sujet.
42% des salariés disent manquer de reconnaissance. Comment on explique un tel chiffre? C'est quasiment un salarié sur deux. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à l'entreprise, qui sont liés soit au secteur, soit au mode de management. Et ma volonté au travers de ces conférences au Sénat, finalement, c'est d'avoir une espèce de prise de conscience. Je fais un peu le colibri, c'est-à-dire qu'à ma manière, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je dis simplement qu'on ne peut pas aborder cette thématique aujourd'hui par le seul prisme social. Il faut également aborder cette thématique par le prisme économique, parce qu'il y a un lien qui a été démontré par différentes études entre le bien-être au travail et la performance économique d'une entreprise publique ou privée. Et puis vous expliquez aussi que ça coûterait beaucoup moins cher, notamment à l'État, au pouvoir public, si on traitait en amont ce mal-être, ça coûterait moins cher en arrêt maladie. Bien sûr, enfin, juste le chiffre du stress, je crois que c'est entre 2 et 3 milliards d'euros chaque année à la collectivité publique. Je pense qu'il y a une question de fond, au-delà du fait que aujourd'hui, la plus grande richesse de l'entreprise, publique ou privée, ça reste l'humain. Et que comme je suis un humaniste, pour moi, remettre l'humain au centre du débat, c'est pas parler bisounours, c'est encore une fois positionner l'homme, l'individu, au centre de la machine. Stéphane Arnaud, est-ce qu'il faut aussi contrôler plus et mieux les arrêts maladie? C'est un autre aspect. Moi, je ne suis pas sur cette thématique-là. Moi, je suis vraiment sur comment est-ce qu'on amène à une prise de conscience dans les entreprises, au niveau des managements. Et c'est le thème de ce soir, finalement. Ce soir, après le 18 juin, j'ai fait un peu mon appel du 18 juin, la première conférence que nous avions au Sénat. La deuxième, c'est comment est-ce que le leader, aujourd'hui, apprécie et appréhende tous ces bouleversements et comment est-ce qu'on peut les accompagner pour faire en sorte qu'ils comprennent que le bien-être au travail, c'est le leur également, mais c'est aussi celui des salariés et comment on peut créer de nouveaux espaces. Quelles sont les fractures qui accélèrent ce phénomène de mal-être au travail, j'allais dire? Il y a 3 fractures et 2 grandes révolutions. Fracture environnementale, c'est pas un scoop, la fracture sociale et la fracture, vous l'avez dit tout à l'heure, du manque de sens, du perte de sens, qui est, de mon point de vue, l'une des plus importantes. Et toutes ces fractures, finalement... Là, on en revient au manque de reconnaissance, c'est ça? Absolument, vous avez absolument raison. Vous parlez de perte de sens. Et elles s'agrandissent et le phénomène s'accélère. Vous rajoutez à ça une des révolutions qui est celle du numérique avec l'intervention de l'intelligence artificielle et puis le progrès des neurosciences. Il y a aujourd'hui un environnement qui nous permet de dire qu'il faut se poser consciemment, prendre le temps d'analyser les choses, observer les choses au niveau national, ce qui ne s'est pas encore fait. Il y a notamment à Montpellier un observatoire pour les chefs d'entreprise sur le bien-être et le mal-être. Moi, mon rêve, c'est qu'à un moment donné, au niveau national, on puisse avoir un observatoire conjoint entre les salariés et les chefs d'entreprise et qu'on puisse leur donner les outils nécessaires. Et vous nous dites également, il y a un lien très clair, une corrélation très claire entre la performance des salariés et leur bien-être. Oui. C'est vrai et du coup, la performance de l'entreprise. Il n'y a rien de dogmatique dans ce qu'on fait. Et puis moi, je ne suis pas là pour donner des leçons non plus aux chefs d'entreprise. Ils savent mieux que moi comment les choses fonctionnent. C'est démontré par des études. Et d'ailleurs, c'est le patron de Virgin qui disait « Occupez-vous de vos salariés, ils s'occuperont de votre business ». Sous-entendu, quand les gens sont bien et se sentent investis, effectivement, ils s'investissent dans l'entreprise et portent le projet d'entreprise. Et ça donne du sens. D'ailleurs, dans la loi Pacte, qui va venir en discussion au Sénat dans quelques mois maintenant, et qui est en discussion à l'Assemblée, on parle de donner du sens à l'entreprise, ce qui est quand même nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est pas seulement la rentabilité absolue. Un autre sujet maintenant, l'outre-mer. Je rappelle que vous êtes bien sûr élu de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le budget 2019 de l'outre-mer a été présenté lundi dernier par la ministre Annick Girardin. Alors, il est en augmentation, il est affiché à 20% d'augmentation. J'imagine que vous êtes satisfait face à une telle augmentation, face à un tel budget? Moi, je me méfie des effets marketing, si vous voulez. Monsieur Macron... Mais quel est votre regard, justement? Son gouvernement, et ils sont très forts là-dessus. Enfin, pour avoir pratiqué 11 ans cette collectivité, je dis simplement qu'il y a l'effet d'annonce sur l'augmentation budgétaire, et puis il y a à l'intérieur les mesures. La plus emblématique qui a fait crisper nos élus, nos collègues de Guadeloupe et de Martinique, c'est la réduction de l'abattement fiscal de 30 à 40%, qui vise à dire finalement on récupère 70 millions d'euros d'impôts qu'on va transférer dans vos investissements. Quelque part, c'est vous qui financez vos investissements. Et puis derrière, moi, ce qui me gêne le plus... C'est un mécano fiscal qui ne vous satisfait pas. C'est un mécano fiscal. Qui ne vous leurre pas, j'allais dire. Ce qui me gêne le plus, à la rigueur, je l'avais dit d'ailleurs l'année dernière à Annick Girardin, c'est quand on fait un budget, il faut une philosophie. C'est quoi aujourd'hui la vision de l'État sur l'outre-mer? Et on le voit bien, Emmanuel Macron, n'en ayant pas eu au début du mandat, il a finalement inversé ce regard en disant à l'outre-mer, on va faire des assises, et c'est vous qui allez nous dire à l'État ce que vous avez besoin. Et justement, on l'a beaucoup vu, Emmanuel Macron était aux Antilles depuis 4 jours. Il a multiplié les gestes d'apaisement vers la population. Vous êtes, vous, bien sûr, je viens de le dire, élu de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'outre-mer n'est plus l'oublié, le laissé pour compte de Paris, de la métropole. C'est en tout cas le message que veut faire passer l'exécutif.
Moi, je vous dirais, pour avoir vu plusieurs ministres passer, y compris à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas le fait que les ministres viennent qui font que le territoire est mieux. Enfin, si vous voulez, ça c'est... Mais là, quand le chef de l'État va sur place 4 jours, je lui reconnais une grande qualité. Rencontre les populations, les habitants, les pouvoirs publics sur place. Il va au contact. Ça veut aussi dire quelque chose. Absolument. Et puis, mais il y a un contexte aussi particulier avec le chlordécone, avec la reconnaissance d'une responsabilité de l'État dans ce scandale sanitaire, mais le mot sanitaire n'a pas été employé, c'est un scandale d'État, entre guillemets, ça pourrait rappeler d'autres scandales. Et puis derrière, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, évidemment, avec la catastrophe qu'ils ont subie, heureusement que le président de la République... Alors, moi, je suis heureux parce que mon collègue Guillaume Arnel, qui est sénateur de Saint-Martin, me disait l'autre jour, j'aimerais vraiment que le président, quand il vienne, il voit la réalité des choses. Parce qu'on l'a vu, dans les reportages qui ont été faits, on a déblayé des trottoirs et repeint les trottoirs parce que le convoi présidentiel passait. Donc vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas, là? Et je reconnais au moins que le président Macron est allé au contact des gens pour voir la réalité de ce qui s'est passé. Et ça veut dire que depuis un an, on a quand même eu le sentiment, au travers de la communication gouvernementale, que tout allait bien. Or aujourd'hui, on voit que les choses ne vont pas si bien que ça. Et le bémol, c'est qu'on ne peut pas non plus, comme il l'a fait, s'essuyer un peu les pieds sur la collectivité en disant « mais l'État a mis 500 millions d'euros, on ne peut pas tout ». Cette collectivité, elle a fait le choix d'une autonomie administrative, mais pas d'une indépendance à l'égard de la France. Je pense qu'il faut bien dissocier les choses. Très rapidement, pour terminer, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, Édouard Philippe, Gérard Larcher était à Marseille pour le congrès des régions de France, pour apaiser les élus locaux. Vous êtes vous-même, bien sûr, élu local. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol, la colère de vos collègues élus locaux? Oui, absolument. D'ailleurs, Saint-Pierre-et-Miquelon qui fait partie de l'Assemblée des départements de France et de l'Assemblée des régions de France, puisqu'on a des compétences départementales et régionales, participer à ce colloque. Et moi, je rejoins complètement les multiples propos de l'ensemble des présidents. D'ailleurs, il y a une association commune qui a été créée, tant mieux. C'est vrai qu'il y a un vrai problème d'écoute. C'est le sentiment que j'en ai. Et puis moi, je l'ai vécu pendant 11 ans, je peux en parler. Et je me rends compte qu'en venant en métropole, ce sentiment de manque d'écoute du gouvernement, finalement, il est quasiment universel. C'est quand même très inquiétant en termes de méthodologie de travail avec les collectivités. Les initiatives, elles viennent des territoires. Si on les ignore, l'État ne peut pas impulser une politique sur les territoires. Ce sont les territoires qui impulsent. Très bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci Stéphane Arnaud. Merci. Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez qu'on pense souvent à vos compatriotes parce que chaque jour dans cette matinale d'info, on a la météo et on voit le temps qu'il fait à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, on pense à vous. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'agenda dans un instant. À l'agenda, cette semaine, il faudra suivre dès 14h30 mardi l'examen de la proposition de résolution sur le pastoralisme, alors que les éleveurs se sentent aujourd'hui abandonnés par les pouvoirs publics. À 16h45, toujours mardi, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Le gouvernement dans son ensemble répondra aux questions des sénateurs. Mercredi, la commission des lois va examiner dès 10h le rapport sur le projet de loi de réforme de la justice ainsi que le projet de loi organique. Voilà, et on va passer à la revue des unes et de la presse de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale, nationale aussi et numérique. A tout de suite. Et on démarre, Saveria, par le Parisien qui fait sa une sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, le plus dur reste à faire. Un peu plus de 500 jours après son accession à l'Élysée, le chef de l'État s'apprête à lancer de nouvelles réformes majeures, pas forcément de nature à améliorer sa cote de popularité, retraite, prison, hôpitaux, islam. Les dossiers chauds qui attendent le président, c'est à lire dans le Parisien aujourd'hui. Voilà, tout autre sujet, c'est l'histoire du jour à lire dans l'Union de Reims. Roméo, c'est un ordinateur ultra puissant, inauguré aujourd'hui à l'université de Reims, 4 fois plus puissant que le précédent. Ce bijou technologique fait de la région un leader en matière d'intelligence artificielle. C'est en fait un super calculateur qui réalise 1 million de milliards de calculs en 1 seconde. Il est 4 fois plus puissant que son ancienne version et 6000 fois plus rapide qu'un PC classique. En clair, une Formule 1 de l'intelligence artificielle. Et à la une de la Provence, le drame de Marseille, 1 an après, à la gare Saint-Charles. On ne vous oublie pas, il y a un an pile, Laura et Morane étaient tués sur le parvis de la gare Saint-Charles. Une attaque revendiquée par Daesh. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera ce matin à Marseille pour y dévoiler une plaque du souvenir. Morane, 20 ans, étudiante en médecine. Laura, 22 ans, élève infirmière, avait été sauvagement poignardée en pleine journée. Voilà, et elles peuvent être aussi malades. La presse de la Manche au chevet de nos pharmacies, Saveria.
Quel remède pour nos pharmacies dans la Manche, comme partout? Des pharmacies ferment. Comment faire pour enrayer ce mouvement? Certains choisissent le regroupement, d'autres préfèrent vendre des médicaments moins chers. Reportage dans une enseigne à Cherbourg, à lire donc dans la presse de la Manche. Et Paris, Normandie, Le Havre s'intéressent à un sujet difficile qui concerne tout le monde, toutes nos familles, le cancer. Comment parler du cancer à nos enfants? L'opération Octobre Rose débute aujourd'hui. L'objectif, c'est de mobiliser contre le cancer du sein. Des thèmes cette année, c'est de parler de la maladie avec ses enfants. Votre journal vous propose un témoignage à lire justement sur cette question difficile. Une histoire beaucoup plus légère à la une de la Dépêche du Midi qui se passe dans l'Hérault. Oui, ça se passe à Pézenas, dans l'Hérault. Plusieurs élèves ont été priés d'aller se rhabiller par le proviseur en cause des shorts jugés trop courts. Depuis la rentrée scolaire, plusieurs élèves inscrits dans cet établissement racontent que la direction a demandé à ce qu'elles modifient leur tenue. Choquée par les shorts et les t-shirts moulants portés par certaines adolescentes, la proviseure a convoqué les professeurs et les classes de terminale pour une réunion. Elle était scandalisée par la façon dont les filles étaient vêtues, à lire donc dans la Dépêche du Midi. Puis on va terminer avec la Voix du Nord qui s'intéresse à notre taxe d'habitation. Et une question, êtes-vous concerné par le dégrèvement dès cette année? C'est la saison. Les feuilles d'impôts locaux tombent avec un changement majeur pour la taxe d'habitation. Plus de 80% des foyers fiscaux de la région vont voir leur impôt allégé de 30% comme promis par le chef de l'État. Qui est concerné? Comment ça va se passer? C'est toutes les explications à lire dans La Voix du Nord. Et puis les taxes, toujours à la une de la Marseillaise cette fois-ci. Les carburants, 63% de taxes en un an. Essence, diesel, fuel depuis 10 ans. La hausse des taxes s'accélère. Ce sont les Français qui passent à la caisse. Merci Saveria. Voilà, demain c'est Jean Léonetti, l'invité politique de Territoire d'Info, le maire d'Antibes. Dans un instant, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'outre-mer. Et le Zapol, nouvelle rubrique, le Zap politique de Christophe Combarieux, où vous retrouverez ce qui s'est passé dans les matinales d'info, les autres. Merci de votre fidélité. À demain. Au revoir. À demain. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Un an après l'ouragan Irma, les rues sont toujours aussi sales et la majorité des bâtiments encore détruits. L'État investit 500 millions d'euros. C'est pas une question de millions, c'est une question d'organisation. Mais ces 500 millions n'ont pas tous servi à la reconstruction. 160 millions ont été engloutis par le dispositif d'urgence, comme le pont aérien. 140 autres ont été versés aux entreprises et salariés au chômage technique. Ne reste donc plus que 200 millions d'euros pour reconstruire. Il était censé être un progressiste. C'est un néolibéral. Il devait être l'homme de l'exemplarité. Il est l'homme d'un clan. Il devait être l'homme de la planète Greta. Il est celui dont Nicolas Hulot dit qu'il n'a même pas mis à son agenda cette question. Il devait être l'homme de la démocratie participative. Il est devenu Jupiter. On va renforcer les contrôles. Donc je vais donner plus de moyens au préfet pour, d'une part, avoir des contrôles d'enquête et judiciaire parce qu'il y a encore trop de corruption et de gens qui manifestement ont profité de l'argent qu'on a mis. Moi, je ne l'accepte pas, ça me met en colère. Il rencontre ensuite ce jeune qui cherche du travail et cet ex-détenu qui vient de lui promettre d'arrêter les braquages. Les braquages, c'est fini. Le style naturel de notre président de la République, c'est qu'il adore le contact avec les gens. Il aime le contact direct. Il ne parle pas techno, il parle direct. Quelquefois, ça surprend. Pourtant, il a eu cette image très cassante tous ces derniers mois. Mais
ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours voulu, et là il a même un peu changé tout l'ordre du jour qui était prévu. Le temps d'un dernier cliché. Et... avant cet ultime conseil avisé. Là aussi, pas de bêtises les garçons. La légende de son auteur dit même le président se sent en sécurité avec nous, mais vous le voyez, et c'est ce qui pose problème ce soir, à gauche, on aperçoit distinctement ce doigt d'honneur de la part du jeune homme qui l'accompagne. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. Ils l'ont fait. Et ces deux gamins qui, sans doute, ont fait plein de bêtises, des choses très répréhensibles, ont beaucoup ennuyé la vie du quartier, sans doute. Mais ces deux gamins, parce que je leur ai demandé, ils ont été capables de faire ça. Parce que je les ai regardés avec confiance. Parce que je les ai respectés. Marine Le Pen a aussitôt réagi à la photo. On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation, dit la présidente du Rassemblement national. La France ne mérite pas cela. C'est impardonnable. J'aime pas le terme de populisme. Parce que la question est toujours de savoir où est le peuple. Marine Le Pen n'est pas avec le peuple. Ce qu'elle a dit le montre encore. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, ça n'est pas le peuple. C'est un doigt d'honneur à la fonction présidentielle. C'est ça qui est choquant, parce que Emmanuel Macron, c'est le président de la France. Et quand on fait un doigt d'honneur au président de la République, quelque part, c'est la France qui est abîmée. Et on a l'impression qu'il y prend un espèce de plaisir narcissique. Et oui, cette image me choque.